Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cet atelier webinaire sur la PSC, la protection sociale complémentaire. Donc, c'est un dispositif qui est tout nouveau, en tout cas dans sa nouvelle version qui va arriver en avril 2026. Et on s'est dit que ça valait le coup de faire un temps d'explication et de mise en perspective, puisque ça change quand même beaucoup les choses sur la question de la mutuelle, et vous refaire un peu un historique. Et donc, je me charge de l'animer parce que j'ai eu la charge de participer à la négociation ministérielle, donc au niveau éducation nationale, pour la CGT éducation. Donc, j'ai suivi toutes les réunions et donc, à force, je suis devenue quand même assez spécialiste de la PSC. Et comme la plupart des gens me disent à chaque fois, c'est hyper complexe, on n'y comprend rien, bah, l'idée, c'était que vous puissiez ressortir de cet atelier en ayant à peu près tout compris. Et dans l'absolu, je pense que ce n'est pas hyper compliqué, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit simple. Alors, est-ce que tu peux essayer... Alors, est-ce qu'on peut se dire qu'on essaye de ne pas partager les caméras, sinon tout le monde voit tout le temps. Et puis, le son. Voilà, alors il y a Jean à côté qui fait la gestion. Bonjour. Voilà, il y a encore du monde qui arrive. Tac. Ouais, mais venez vous asseoir, installer là. Voilà. Sébastien, est-ce que tu couperais ta caméra pendant qu'on fait la présentation? Tu la remettras pour les questions. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Et oui, il y a des stylos, servez-vous. Il y a des stylos. Et là, ouais, prenez, il y a le... Non, là, les taux de remboursement. Les taux de remboursement, bah, mais oui. les taux de remboursement, voilà. Et donc, pendant que tout le monde s'installe. Ah bah, elle en a pris un. Ah bah, formidable. Voilà. De confiance, voilà. Collègue de choc. Absolument. Bien. Donc, peut-être pour vous dire en préalable, donc on a envoyé ce matin, avec le rappel pour la conférence, 2 documents. Un tract de présentation où vous avez pas mal de chiffres dont on va parler tout à l'heure. Donc voilà. Et puis un document en fait qui présente le panier de soins de la future mutuelle et qui le compare avec l'offre NGEN actuelle pour voir où est-ce que ça augmente, etc. Et donc c'est plutôt une façon synthétique d'entrer en matière qui permet de voir les choses. Donc je vous propose qu'on démarre tout doucement. Voilà. Donc en vous disant donc alors on devra nous arrêter de 14h, 14h05 max, parce qu'après on va à la date pour rencontrer la directrice sur la question du fameux projet Pascal, comme il se renomme désormais. Ah oui. Non, Pascal. Ah, c'est gentil. Bah oui, gentil. Voilà. Puisque l'administration ne veut pas l'appeler le projet. Ah, d'accord, ok. Voilà. Oui. On l'a réintitulé Ok, projet non, Pascal, voilà. mais C'est bon. officiellement c'est censé être le projet Pascal, mais comme on risque d'être serré comme des sardines. Il n'y a Voilà. pas de souci. Voilà, c'était la blague. Voilà. Voilà. Je pense. Exactement. Non, mais c'était ça la blague. Voilà. Bon, désolée pour cette mauvaise place pour commencer. Ah si, c'était drôle. Bien, alors donc la PSC, c'est donc la protection sociale complémentaire, et donc c'est un nouveau système qui se met en place dans la fonction publique à partir de 2025, et pour nous très concrètement à partir du 1er avril 2026. Donc, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est en gros comme logique? C'est que se met en place dans la fonction publique un dispositif qui existe depuis 2016 dans le privé, qui est que l'employeur est sommé de proposer une couverture complémentaire, une couverture santé complémentaire, en plus donc de ce qui est pris en charge par la sécurité sociale, à ses salariés, et de participer à 50% des frais de cette complémentaire santé. Donc, ça existait depuis 2016 dans le privé, à la suite d'un accord de 2013, un accord interprofessionnel. Et donc, il y a eu une ordonnance en 2021 qui a institué qu'il fallait faire la même chose dans le public. Et donc, il y a eu des négociations d'accords. Pour la fonction publique d'État, un accord qui a été signé en 2022 et qui a ensuite dû être décliné ministère par ministère. Et donc, le choix qui a été fait pour notre périmètre, c'est une
négociation sur un périmètre hyper large, qui est en fait nos 3 ministères du secrétariat général, enfin un périmètre que nous on connaît bien à l'administration centrale, qui est le périmètre éducation nationale, enseignement sup, recherche et jeunesse et sport. Donc rajouter jeunesse et sport, les copains de jeunesse et sport nous expliqueront, ça fait pas beaucoup de monde puisqu'on est sur à peu près 6 000 agents, mais voilà, pour le reste, c'est un énorme périmètre avec les 1 million d'agents d'éducation nationale, les près de 400 000, quelque chose comme ça, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, on est sur un périmètre d'1,4 million agents, ce qui est absolument énorme. Et en réalité, c'est complètement inédit. C'est le plus gros marché de santé en Europe aujourd'hui. Donc, c'était un appel d'offres complètement dingue, complètement inédit. Surtout qu'il y a évidemment les adhésions des agents, 1,4 million de bénéficiaires. Et il y a aussi tous les ayants droit, donc potentiels, que sont les enfants, les conjoints. Et il y a aussi la possibilité, on y reviendra, pour les retraités d'adhérer au dispositif. Donc potentiellement, mais là, la marge, l'avenir nous le dira, c'est un contrat qui peut couvrir jusqu'à 3 millions de bénéficiaires. Donc c'est vraiment un contrat complètement hors norme. C'est une des raisons pour lesquelles le CBCM a dû s'arracher les cheveux en regardant le marché, parce que c'était un marché complètement dingue. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, le principe de la PSC, c'est donc, je vous disais, une couverture santé proposée par l'employeur. Par raccourci, on dit c'est une mutuelle à adhésion obligatoire, donc qui va être proposée dans le public à horizon 2026. Donc, est-ce qu'elle est vraiment obligatoire? C'est la question que tout le monde se pose. La réponse, elle est oui, sauf dans certains cas. Et en fait, le cas principal, c'est si votre conjoint a lui-même une couverture complémentaire obligatoire de l'employeur qui vous couvre. Mais ce n'est pas qui vous couvre de manière obligatoire, mais il faut que cette couverture elle soit obligatoire pour le conjoint. Donc, il peut y avoir quand même pas mal de dispenses, mais pour tous les autres, donc on bascule sur un système où la mutuelle elle devient obligatoire. Pourquoi est-ce que c'est un système de mutuelle obligatoire? Parce qu'il y a une mutualisation des risques. L'objectif, c'est de ne pas avoir un système où on a ceux qui sont les plus fragiles qui vont choisir la mutuelle parce qu'elle couvre bien et les autres qui vont choisir une petite mutuelle parce qu'ils savent qu'ils vont peu tomber malades, etc. L'idée, c'est de couvrir toute la population pour avoir la mutualisation du risque. C'est vraiment la logique d'ensemble. Donc 50% du coût est pris en charge par l'employeur et ça, c'est quand même un énorme progrès puisqu'aujourd'hui, on a des mutuelles. Alors, historiquement, les mutuelles n'étaient pas prises en charge par les employeurs. Depuis 2023, de mémoire, on a les 15 € qui sont pris en charge au titre de remboursement PSC. Mais donc, on n'est pas encore à la moitié d'un contrat de mutuelle, et loin s'en faut. Et loin s'en faut. Les 15 € pour les gens qui ne sont pas, qui sont dans le cas de figure, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, le conjoint a une mutuelle obligatoire et qui est plus intéressante que celle proposée par la MJN, est-ce qu'ils bénéficieront d'une petite aide de 15 €? D'après ce que j'ai compris, il y aura 0 pour ces agents. Ouais, a priori, il y aura rien. On passe d'un système où la PSC, c'était les 15 € de participation, à un système où l'employeur finance une mutuelle. D'accord. Et si on n'adhère pas, on la prend, voilà, ou bien on considère que celle du conjoint est plus intéressante, mais sinon, on la prend et la participation de l'employeur, c'est le financement du système. L'autre point important donc, dans le dispositif de la PSC, et ça c'est vraiment une négociation qui a été faite au niveau interministériel, c'est d'abord un accord, je vous l'ai dit, donc fonction publique, qui va être après décliné, et en gros le gros de l'accord il est quand même fonction publique. Donc le panier de soins il est fonction publique, on reviendra, il y a plein de choses qui ont été vraiment verrouillées au niveau fonction publique. Donc malgré dans cet accord, ce qui est vachement intéressant, en tout cas d'un point de vue syndical, mais je pense pour les agents aussi, c'est que c'est une logique mutualiste. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où, bien sûr, ça va être un appel d'offres. Donc, il y a une ouverture à la concurrence du marché. Alors, on parlera après du résultat du marché, voilà. Mais c'est bien un appel d'offres et une ouverture à la concurrence. Néanmoins, la logique du système est une logique qui est globalement mutualiste, parce que l'idée, c'est qu'on a cette mutualisation des risques et on reçoit, selon ses besoins, on cotise selon ses moyens. Donc, il n'y a pas de questionnaire de santé, ce qui est un point qui est extrêmement important. C'est-à-dire, ni pour les bénéficiaires de droit, que sont les agents, ni pour les ayants droit, donc conjoints, enfants, pour les retraités, il y a le questionnaire de santé. Et ça, c'est
énorme par rapport à des assurances privées. On est sur quelque chose qui est forcément hyper positif là-dessus. Donc, je vous disais une logique mutualiste. On reçoit selon ses besoins sans questionnaire de santé. On cotise selon ses moyens, donc un financement solidaire en fonction des revenus. Il y a une moitié qui est prise en charge par l'employeur, je détaille tout à l'heure, mais il y a un financement donc solidaire, donc on paye moins quand on a un plus petit salaire que quand on gagne beaucoup, ce qui est logique aussi, ce qui est bien cette logique mutualiste. Ensuite, et un point qui est particulièrement important à avoir en tête, c'est qu'il y a un phénomène fort de solidarité intergénérationnelle, et ça dès l'accord fonction publique, avec une volonté très forte d'inclure les retraités dans le dispositif. Et ça peut paraître anecdotique, mais en fait c'est absolument central et c'est un acquis énorme. Alors ceux qui sont proches de la retraite, je les vois opiner de la tête, parce que la mutuelle, ou la complémentaire santé aujourd'hui, dans une part de revenus de retraite, ça monte à parfois 10% des revenus. C'est un poste extrêmement fort, notamment aussi parce que plus on avance en âge, plus on a en général des frais de santé. Et plus la couverture santé est particulièrement importante. Mais comme on a des frais de santé qui sont importants, quand on est dans une logique assurantielle, eh bien, il faut bien qu'on arrive à couvrir les risques par une cotisation. Et donc, on avait jusqu'ici, dans la plupart des offres, donc des cotisations qui avançaient avec l'âge, qui étaient très élevées, donc justement, pour les retraités. Là, les cotisations, elles vont aussi être plus élevées pour les retraités, mais elles sont limitées, on verra tout à l'heure, par un système donc, qui limite, voilà. Et donc, cette solidarité intergénérationnelle, c'est un vrai acquis quand on arrive à la retraite. Évidemment, c'est un choix politique et ça a un coût aussi pour les actifs. Clairement. Donc, par rapport à une mutuelle d'entreprise classique, tous les prix que vous allez voir dans l'offre fonction publique aujourd'hui sont un peu plus élevés. Mais pourquoi ? Parce que c'est une couverture qui inclut aussi les retraités. Avec cette idée que quand on arrive à la retraite, on peut continuer sur ce contrat collectif, ce qui n'existe pas dans le privé. Dans le privé, quand on sort de la boîte, derrière, on passe à une logique de marché, il faut qu'on se tourne vers une mutuelle, vers une assurance privée, qui veut bien vous prendre. Puisque quand je dis qui veut bien vous prendre, parce qu'il y a questionnaire de santé. Donc là, on a quelque chose qui est un vrai acquis et qui est super fort comme réussite du dispositif. Un autre point, et donc qui est un point important, c'est qu'il y a un panier de soins qui est plutôt de haut niveau. Donc la réputation de l'éducation nationale, c'est donc il y a une mutuelle historique qui est forte, qui est la MGEN, dont on dit souvent elle couvre pas très bien, des remboursements qui sont assez faibles. Alors, vous avez vu, c'est une surprise pour personne, que c'est la MGEN qui a remporté le marché, on reviendra dessus. Mais l'offre qui va être proposée, c'est pas l'offre MGEN actuelle, c'est l'offre donc de la PSC, telle qu'elle a été négociée en interministériel, avec un panier de soins que vous avez donc dans le fameux document dont je vous parlais, et que je vous invite à regarder, où on a voulu comparer l'offre en fait MGEN actuelle, donc qui s'appelle l'offre référence. Il y a plusieurs niveaux d'offre de couverture à la MGEN. Vous pouvez avoir une couverture basique, une couverture qui s'appelle la couverture référence, qui est la couverture médiane pour la plupart des gens, et la couverture intégrale, qui est une couverture qui couvre beaucoup plus de risques. En gros, dans le panier de soins interministériel, donc c'est la deuxième colonne pour ceux qui ont le document, vous avez, et je rappelle, donc il a été envoyé par mail, si vous avez le lien de la conférence, normalement vous avez le document, je dis ça pour les gens qui sont à distance. Vous avez donc à chaque fois, on a essayé de montrer quand est-ce qu'il y a un meilleur remboursement. Donc on le voit tout de suite, il y a des remboursements donc, sur les frais de séjour, mais surtout en fait sur les consultations de spécialistes. Aujourd'hui en fait, c'est la page 2, pour tout ce qui est consultation de spécialistes dans l'offre MGEN référence classique, on est à 100% de base de remboursement Sécu. En gros, voilà. Là, on va prendre en charge les dépassements d'honoraires, puisque c'est 150% de la base de remboursement. Donc, en fait, on a une couverture qui monte vraiment sur toutes les consultations de spécialistes. Et ça, c'est quand même déjà quelque chose d'assez énorme. Et on a plein de... voilà. Si vous regardez, en fait, il y a quand même, dans la plupart, voilà, et notamment la plupart des catégories, voilà, des différentes entrées, notamment donc, sur le dentaire, on passe pour les prothèses de 100% de base de remboursement à 375% de base de remboursement. Donc, on a vraiment un panier de soins qui est largement amélioré par rapport à l'offre MGEN de référence classique. Et donc, on a
voilà, une offre largement approfondie. Ça, c'est pour le panier de base. Après, on verra, il y a des options, on peut aller plus loin si on paye plus cher sur le panier de base. Ce que disent les spécialistes qu'on a pu consulter, que je suis comme vous, voilà, c'est que c'est un panier de soins de haut niveau qui est comparable à des bonnes mutuelles du privé aujourd'hui. Quand vous dites panier de base, ça correspond au panier interministériel. Ouais. D'accord. Mais c'est le panier éducation nationale aussi, parce que la DGAFP, dans toute la fonction publique, dans tout ça, a refusé qu'il y ait une négociation sur le contenu du panier de soins, pour qu'il y ait soi-disant une égalité entre les ministères. Très bien, mais ça voulait dire pas d'approfondissement des soins, de l'offre de soins et des garanties dans la négociation ministérielle. Donc on est resté, pour le coup, tous les ministères, on est resté sur ce panier qui n'a pu être complété que par des options ministère par ministère. Oui. Donc, si je comprends bien, si je paye le moins cher, j'aurai le remboursement pour payer les soins interministériels qui s'applique à tous les agents de l'État. Ouais. Si je veux cotiser un peu plus, j'ai l'option A, avec certaines choses un peu meilleures. Et donc, quand il y a un tiret dans la colonne option A, j'imagine que c'est la même chose que le panier de soins. Et si je veux vraiment couvrir encore plus, je prends l'option B qui couvre encore un petit peu plus que l'option A. Et toujours pareil, quand il y a des tirets dans le tableau que tu nous as donné et que les gens à distance ont reçu par mail, c'est que c'est la même offre que le panier de soins interministériel. Exactement. Mais on reviendra sur les options, si vous voulez bien, après. Mais en gros, voilà. Dans l'ensemble, on a, donc dans cette négociation sur la PSC, c'est-à-dire une couverture qui est améliorée par rapport à ce qu'on pouvait connaître. Alors évidemment, tout le monde n'était pas à la MGN, mais c'est disons, le point de comparaison le plus simple pour aujourd'hui. Donc on a une couverture qui est améliorée de base, donc des remboursements qui sont améliorés sur de nombreux postes, notamment sur le dentaire, notamment sur les spécialistes, notamment sur les dépassements d'honoraires, ce qui était un vrai besoin, je crois, par rapport, malheureusement, aux pratiques de santé, même si évidemment, on souhaiterait qu'il y ait moins de dépassements d'honoraires, etc., et que tout soit pris en charge par la Sécu, qu'il y ait moins de déremboursements, évidemment. Autre point donc, qui est important, c'est que ce dispositif a un pilotage paritaire. Paritaire, alors ici à la DGRH, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a une représentation à la fois de l'employeur et des représentants des personnels. Donc il y a une commission paritaire de pilotage et de suivi, la CPPS, où siègent donc des représentants donc, des syndicats, enfin voilà, qui issus des élections du CSA ministériel. C'est vachement important parce que c'est la CPPS qui va fixer les évolutions tarifaires. Puisque vous imaginez bien qu'un dispositif comme ça à 1,4 million agents, voire 3 millions de bénéficiaires, c'est un dispositif où, dès le début, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, on a une mutuelle, enfin un groupement en fait, MGN et CNP Assurance, qui est une filiale de la Banque Postale, donc c'est vraiment une 100% publique qui a répondu pour l'appel d'offres MEN, MESR, Jeunesse et Sport, qui s'est positionné, qui a proposé des tarifs donc, pour les 3 premières années. Donc là, sur les 3 premières années, on a des tarifs qui sont nets. Mais après, il va falloir voir comment ça se passe dans la pratique. Surtout qu'il pourra aussi y avoir encore de nouveaux déremboursements qui sont liés à des règles nationales qui nous échappent. Et donc, il peut y avoir des évolutions de prix. Et aussi des évolutions dans les options. Enfin, comme vous parlez, des pourcentages aussi qui peuvent éventuellement varier aussi en fonction des remboursements ou des choses comme ça. Alors oui, s'il y a des déremboursements, il pourra y avoir des... non, si la part qui va être couverte ne va pas couvrir, en revanche, il va falloir combler la part qui n'est pas prise par la Sécu. Donc les options risquent aussi de bouger. Les options ne vont pas bouger. Enfin, pas les options, mais les pourcentages. Pas les pourcentages, c'est ce que ça va coûter d'avoir, par exemple, toujours ces 375% de base de remboursement pour les prothèses amovibles. Oui, si voilà. La sécurité sociale rembourse plus, ça veut dire que la mutuelle doit couvrir plus. Voilà, c'est le remboursement, il va falloir qu'on paye plus pour avoir le même niveau de couverture. On paye plus ou soit... Tu n'auras pas le choix puisque c'est obligatoire. Voilà. Donc, il y a un vrai enjeu sur le pilotage du dispositif et il y a des vrais inconnus. Donc là-dessus, voilà. Mais ça, on va voir sur l'avenir. J'ai vu qu'il y avait une question à distance. Alors, attends, je remets les micros. Madame Nadine Zigmoud, je remets vos micros. Hop. Et voilà, vous pouvez prendre Nadine. la parole. Sauf qu'on ne vous entend pas, Nadine. On n'entend pas Nadine. Vous pouvez poser la question dans le chat.
Oula, il y a plein de questions. Il y a pas vu les questions, j'adore. Bon, moi je propose qu'on continue, puis on prenne les questions après, peut-être. Ah ouais, d'ailleurs, ouais. Voilà. Ok. Alors, donc, là, c'était toute la logique d'ensemble. Je propose qu'on rentre un peu dans le détail du dispositif. Bon, et déjà, qu'on regarde combien ça coûte. Et je vais proposer à Jean de nous partager la première slide. Mais bien sûr, c'est lui. On avez s'est vu bien fait quand même. Comment c'est bien fait? Un assistant, voilà. J'espère que vous voyez à distance. Donc voilà. Alors, le système fonctionne avec ce qu'on appelle une cotisation d'équilibre. Qu'est-ce que c'est qu'une cotisation d'équilibre? C'est la cotisation qui permet que le système soit à l'équilibre, donc qui s'autofinance. Le chiffre qui est affiché, c'est avant ou c'est le chiffre avant ou après les 50% de prise en charge? J'y vais. Donc 75 €, c'est avant la prise en charge par l'employeur. C'est la cotisation totale. C'est qu'est-ce qui fait que le système est à l'équilibre. Donc, on dit 50% pris en charge par l'employeur. Donc, sur 75,4, ça fait 37,7. Voilà. Donc, il reste 37,7 à prendre en charge par l'agent. En moyenne, puisqu'on a dit qu'il y avait un financement solidaire. Et donc, qu'on recevait selon ses besoins, mais qu'on cotisait selon ses moyens. Et donc, on a un double système. On reviendra après sur les montants. Donc, il y a 20% de part forfaitaire pour les agents, c'est-à-dire que tout le monde paye au moins 15,008, les 20%. Et après, il y a une deuxième part qui est la part solidaire avec un montant variable. Ça, c'est la logique d'ensemble. En fonction des revenus bruts. Ah, ça, c'est ce que ça coûte en fait, 75, et après, Ouais. c'est d'accord. 75,4, c'est une projection, je pense, qu'a fait la MGER. Ouais. En disant, a priori, s'il vaut 1 million, prennent chacun une personne et peut-être un conjoint et un demi-conjoint, je ne sais pas, on aurait payé 75,4 € par personne pour couvrir l'ensemble de ce qu'on va vous rembourser en termes de soins. C'est ça. Et donc, En moyenne. le ministère a signé pour payer 37,7 par personne sur 1,4 million, voilà, sur tous les bénéficiaires, voilà. Et la MGEN a déjà chiffré l'augmentation tarifaire, parce que évidemment, il y a l'inflation, évidemment, voilà, donc il s'est engagé sur les tarifs qui sont bloqués pour 2027 et 2028. Donc, vous voyez, ça augmente de 3 € tous les ans à peu près, et donc la moitié pour l'agent. À chaque fois, ce chiffre de 75, 78, 82, c'est la moitié pour les agents. Voilà. Et ces chiffres, vous les avez dans le tract, ici. Voilà. Ah, d'accord. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout noter, vous avez dans le doc. Voilà. Et on peut arrêter le partage. Je continue. Alors, plus exactement, on peut passer à la slide 2. J'aurais dû te le dire tout de suite. Ah, mais c'est pas pratique. Oh là là, c'est pas pratique. Je ne trouve pas. J'ai essayé. Voilà. Alors, Si, c'est bon. c'est ça deuxième qui me l'a- slide. On a essayé de faire des projections sur combien ça va coûter, puisque donc on est sur, je vous ai dit, cotisation solidaire. Donc il y a le ministère va payer 37,70 pour tout le monde, et ben nous il faut qu'on s'arrange pour payer le reste. On a une contrainte qui est une contrainte. Première, c'est déjà, donc je vous ai dit, 20% de part forfaitaire. Donc pour tout le monde, il y a 15,08. Oui. Minimum pris en charge, donc il y a un forfait, tout le monde, même si vous êtes une AESH avec un temps incomplet, vous payez déjà la part forfaitaire. Ce qui fait que la solidarité elle est quand même limitée. Alors je reviendrai dessus, mais il y a quand même vraiment ce truc-là. Et ensuite, il y a la part solidaire qui est calculée, donc c'est 30% en moyenne, et donc qui vont être échelonnés. Et vous allez voir qu'on a une autre contrainte qui est hyper forte, c'est qu'on est soumis à ce qu'on appelle le plafond de la sécurité sociale, qui ne prend les revenus que jusqu'au plafond. En 2025, c'est 3 923 € brut, ce qui correspond à moins de 3 300 € net. Il faut s'arrêter à chef de bureau. Ça sert à rien d'aller au-delà, quoi. C'est ça. En gros. Mais c'est surtout si tu vas plus loin, c'est tout pour toi, c'est les autres qui payent la Ah oui, dans ce on a solidarité. intérêt quand on a chef de bureau à monter. Ouais, pardon. excuse-moi. C'est que malheureusement, quand on est payé plus, enfin, tous ceux qui gagnent plus de 4 000 € dans ce Oui. ministère brut, ne peuvent pas participer à l'effort de solidarité. De fait, on est bloqué par là. Ah, donc, faut pas être Donc, chef de on bureau. a- C'est vraiment la limite. Voilà. Et donc, on a des simulations ici. Donc, on a essayé d'estimer les cotisations. La part solidaire, vous voyez qu'elle varie de 11 à 34 €. Donc, on a
Donc, elle peut être multipliée par 3. Mais malgré tout, on a 20 € d'écart au total. Finalement, on va de 26 € à 49 €, c'est-à-dire qu'entre une AESH, je garde mon exemple, et un recteur, bah, vous avez seulement la moitié de cotisation, entre 26 et 49. Voilà. Donc, on a effectivement une solidarité. Ouais, on a une solidarité qui est quand même, voilà, qui est limitée à cause du plafond. Et donc, du plancher. Et du plancher. Donc, nous, là-dedans, plancher aussi. Voilà. Le double jeu. Les deux. Donc, on a 2 revendications à la CGT, partagées par l'ensemble des organisations syndicales. Je ne veux pas vous faire voilà, on va pas être là à tirer la couverture à soi. Clairement, c'est qu'il faut faire sauter le plafond là, des revenus de la sécurité sociale. Mais ça, c'est un dispositif qui est inscrit dans la loi. Donc là-dessus, c'est pas si simple, il faut une réforme, voilà. Parce que clairement, ça limite la solidarité dans le financement. Et puis, il y a aussi la part forfaitaire, qui est quand même extrêmement forte. Voilà, ce qui fait que voilà, les cotisations, elles sont quand même assez limitées. J'ai une question. Est-ce que vous savez, quand vous annoncez des augmentations en 2027-2028, la cotisation par agent forfaitaire restera la même? L'augmentation va se... Tout va se répercuter. C'est 20%. Tout va se répercuter, c'est 20%, donc ça va se répercuter. D'accord. Donc tout va augmenter globalement. Le 15,08 € deviendra 15,40 €. Ouais, le 11 deviendra 11,20 € et la D'accord. part de l'employeur passera à 50%. D'accord. On reste sur des pourcentages. En gros, on Sauf peut... le revenu brut qui reste toujours. Voilà, D'accord. En espérant qu'il augmente. voilà. En espérant qu'il y ait un dégel du point d'indice, tout ça, mais bon, voilà. On peut revendiquer, oui. Donc, voilà, oui, c'est des cotisations qui ont vocation à augmenter, malheureusement, tous les ans, et puis en fonction de l'équilibre du système. Il y a un dispositif dans l'accord, je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça, mais si le dispositif est vraiment en déséquilibre, il y a réunion de la CDPS pour essayer de voir à combien est-ce qu'il faut refixer les cotisations pour que ce soit à l'équilibre au bout d'un an. Du coup, il a été prévu sur combien de temps ce marché? Parce que là, c'est bloqué sur 3 ans. Donc la MGN s'est finalement engagée, je regarde la slide d'avant, à ce qu'on ne paye pas plus que 78,07 € par agent en 2027 et 82,43 € en 2028. Il y a une clause de revoyure, j'imagine, si ça déconne dans tous les sens, ou je ne sais quoi. Enfin, si les projections étaient... d'ailleurs, ça pourrait chier à la baisse, peut-être. Je ne sais pas. Mais du coup, donc, c'est là où il y a ton fameux comité paritaire de pilotage qui va regarder un petit peu, j'imagine. Et du coup, ça dure combien de temps? Ça va être à 2028? Alors non, c'est un marché de 6 ans. D'accord. On est sur un marché de 6 ans. Donc, on va jusqu'en 2032. Ça nous emmène assez loin, tout ça. Et donc, il y aura fixation de tarifs pour 2029, 2030, 2031, donc voilà, qui vont arriver. Et donc, oui, il y a une vraie inconnue. Objectivement, fixer des tarifs comme ça, à une telle échéance, avec autant de monde, c'est déjà une vraie gageure d'avoir réussi à bloquer les tarifs pendant 3 ans. Et là, on peut remercier les collègues de la DGRH qui ont mené la négociation assez ferme avec la MGEN pour avoir ces tarifs. Merci pour le temps. Voilà. Alors, ceci dit, je sais pas, on va compléter, tu peux passer à la slide suivante. C'est que, donc on avait fait des estimations de cotisation et vous voyez qu'il y a marqué hors cotisation additionnelle. Parce qu'en fait, ça c'est la part donc, de cotisation d'équilibre. Et en fait, le système, je vous dis, il est solidaire, il a une logique mutualiste. Et donc, se rajoute, c'est pas grand chose, mais se rajoute quand même des cotisations de solidarité de 2 fonds, tu peux passer à la slide suivante, qui sont... alors non, pas suivante encore. Encore. Ah, il y en a plus là. Et ben, il manque une slide, c'est pas grave. Ben, tu coller, coupes. 2 et 3, c'est là. Ouais, bah, tant pis, on va le faire à l'oral, c'est pas grave. On va arrêter le partage pour l'instant. Je vais vous les dire. Et donc, ils sont dans le tract, pour ceux qui ont le tract sous les yeux. Tout ça, c'est noté. Voilà. Donc, il y a 2 fonds de solidarité, un fonds d'accompagnement social qui permet de financer des actions spécifiques à destination d'agents qui en ont besoin en fonction de leur état de santé et de leurs ressources. Typiquement pour financer des équipements très spécifiques qui ne seraient pas remboursés, des lits médicalisés, de l'aide, etc., sur dossier en fait. Donc, c'est de l'aide sur dossier avec donc un fonds de solidarité. Et donc, on a une cotisation additionnelle de
2%, mais vous voyez que les 2%, ça représente entre 53 centimes et 98 centimes par agent qui viennent se rajouter et qui permettent d'avoir ce dispositif de solidarité. Et on a également un deuxième fonds d'aide à destination des retraités, de 3%, qui, pareil, augmente entre 0,79 et 1,48 € la cotisation, ce qui fait que nos cotisations, elles vont de 27,7 à 51,6, presque 52 € au total. Et ces fonds de solidarité, ils sont abondés uniquement par les cotisations des agents et ils ne sont pas financés par l'employeur. Et donc, l'employeur n'a pas non plus son mot à dire sur la façon dont on répartit l'argent. Là, pour le coup, c'est des choses qui sont vraiment copiées des dispositifs mutualistes où il existe déjà dans toutes les mutuelles de fonctionnaires ces fonds de solidarité qui permettent de présenter des dossiers pour des aides spécifiques, pour tout ce qui est hors catalogue, hors panier de soins, sur des demandes lourdes, coûteuses ou spécifiques, en fonction voilà, de handicap, de maladies rares, et en fonction de l'état des ressources. C'est quand même plutôt... Pour un fauteuil roulant ou quelque chose comme ça. Un fauteuil roulant, il va être pris en charge, mais quelque chose de très spécifique dans un équipement particulier d'un fauteuil ou, je disais, d'un lit mécanisé, ou je ne sais pas, comme ça. Voilà. Alors, ce que je voulais quand même dire sur les simulations, parce que voilà, les chiffres, c'est des simulations. Les cotisations que je vous annonce là, c'est un ordre de grandeur. On a fait nos calculs. Vous avez peut-être vu que, par exemple, la CFDT a fait ses calculs aussi. On ne tombe pas exactement sur les mêmes chiffres. Mais alors, pas grand-chose. Hein. On est, moi, je tombe à 51,67 et eux, ils sont à 52 quelque chose. Donc voilà, j'arrive pas exactement à comprendre comment ils ont fait leurs calculs, mais c'est vrai qu'il y a des données qui ne sont pas connues. Tout ça est lié, en fait, à une estimation sur un revenu mensuel moyen, etc., etc. C'est des calculs assez compliqués. En même temps, en fait, vous parlez de ce niveau de revenu, c'est brut en plus. Donc oui, c'est pas nous. Nous, en fait, si on prend le calcul, on va prendre notre salaire net. Non. tu prends ton salaire brut. Et tout en haut, il y a un salaire brut, avant cotisation, brut, indiciaire, brut, hors prime. Ah non, avec les primes. C'est le brut par rapport au net. Pas de prime. Oui, mais c'est pas ton traitement brut. C'est pas le traitement brut. Non, c'est ton Le salaire. traitement brut indiciaire, c'est vraiment la paye brute. C'est la paye brute. Avant. Ce qui fait qu'on est vite au plafond. Au plafond. Je vous ai dit, c'est du 3300 net à peu près. C'est moins de 3300 net pour être au plafond sécurité sociale. Donc voilà. On est vite assez haut en cotisation. Voilà. Je voulais vous parler ensuite des cotisations pour les retraités, les enfants, les conjoints, pour tous les autres. Donc, est-ce que Jean, tu peux repartager à nouveau à l'écran? Est-ce que tu es un peu obséquieux comme je fais avec mes chefs? Oui, tout de suite. Alors, la suivante. À 2 ans. Évidemment. Voilà. Donc là, sur des cotisations totales avec les fonds de solidarité. Donc, pour les retraités, on a un système qui est progressif, qui va de 100% à 175% de la cotisation. La première année, vous payez seulement 100% de la cotisation d'équilibre chargé, donc 78,05. Et au bout de 6 ans, vous passez, ou à partir de 70 ans, vous passez à 175 et 136,59 la cotisation. De base, sans option. Sans option. Non, C'est cher, mais c'est moins cher que ce qui peut se prêter. Parce que les 50%, ils sont complets là-dedans. Il n'y a pas de participation de l'employeur pour les retraités. Ah, il n'y a pas de participation de l'employeur, mais c'est un tarif négocié. C'est un tarif négocié. Et puis tu peux avoir une complémentaire santé. Sans questionnaire de Tout à santé. l'heure, il y a quand même, plus tu rapproches de la fin de vie, et moins tu as de mutuelles qui acceptent de te couvrir. Bien sûr. Elle n'est pas obligatoire pour les retraités. Elle n'est pas obligatoire pour les retraités. Donc, c'est un des gros enjeux du dossier. Hein, Un retraité peut à tout moment, par exemple, aujourd'hui, un retraité à tout moment. Donc non, j'allais dire, c'est un des enjeux, j'y venais, c'est que les retraités ont 1 an pour adhérer au dispositif. Donc, soit il y a le stock de retraités, donc le stock, entre guillemets, ceux qui sont déjà en retraite. Donc, le dispositif entre le 1er avril 2026 en vigueur
Et donc, ils ont jusqu'au 1er avril 2027 pour rentrer dans le dispositif. Sinon, il faut qu'ils restent sur des tarifs extérieurs. Donc, ils ont 1 an pour choisir. On sera prévenu comment? Alors, il va y avoir des campagnes d'information à destination des agents, des retraités, même si pour le ministère, c'est compliqué de communiquer avec les retraités puisqu'ils ne gardent pas le lien, puisque c'est le service des retraites de l'État. Et donc, c'est pas simple. Et donc, c'est des questions sur lesquelles planche la DGRH, sur lesquelles on n'a pas arrêté de les titiller, parce qu'il y a un vrai enjeu, parce que les retraités qui le souhaitent puissent bénéficier du dispositif. Et il y a aussi un enjeu, quelque part, pour le ministère, à ce qu'il y ait un minimum de retraités qui y adhèrent, parce que plus il y a de retraités qui y adhèrent, plus ça renchérit le coût du dispositif. Voilà, la cotisation d'équilibre. Et donc, Excuse-moi. Les retraités, il faut les tuer à la naissance. alors non. J'ai une question. Vous avez précisé tout à l'heure les personnes qui sont dans le privé, puisqu'il y en a qui vont être concernées. C'est pour ça que peut-être un peu, je ne rappelle pas les 1,4 million, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont avec la mutuelle Du conjoint. Si ces personnes gardent la mutuelle du conjoint, mais comme vous précisez, à la retraite du conjoint, il faut chercher une nouvelle mutuelle, est-ce que là, on peut revenir dans le système où on nous dit non, Oui. parce que vous n'avez pas... J'allais y venir. Il y a deux trucs. Donc, il y a le stock des retraités. Les stocks des retraités, ils ont 1 an pour adhérer. Donc, tous ceux qui sont déjà à la retraite, ils ont vraiment, faut pas qu'ils ratent le coche. Si vous connaissez des retraités, il faut qu'ils se posent la question, il faut qu'ils regardent de près. Est-ce que pour eux, ça vaut le coup ou pas? Parce que tout ce stock de retraités, entre guillemets, a seulement jusqu'au 1er avril 2027 pour rentrer dans le dispositif. Pour le flux des retraités. Les nouveaux. C'est-à-dire, vous, moi, demain, quand on arrive à la retraite, on a à chaque fois, dans l'année qui suit, pour choisir si oui ou non, on veut rester dans le dispositif, ou pour les cas qui étaient dispensés parce qu'ils étaient sur une... si on y rentre. Et donc, il y a toujours ce délai de 1 an de battement, de choix. On n'est pas obligé de choisir au moment où on bascule à la retraite, on a peut-être autre chose à gérer. On a 1 an de délai pour choisir si oui ou non. Et là, pour le coup, il pourrait y avoir une information systématique des agents au moment de l'entrée en retraite. Ce qui est plus compliqué, c'est de communiquer avec les gens qui sont déjà en retraite, puisque l'éducation nationale a perdu le lien avec eux, puisque ce n'est pas l'éducation nationale directement qui verse le salaire. Et voilà. Donc, il y a cet enjeu-là sur les retraités. Après, donc, vous disiez, il peut aussi y avoir des ayants droit qui sont les actifs, les conjoints et les enfants. Donc, la cotisation pour le conjoint actif, elle n'est pas liée au revenu, elle est de 110%. Et donc, c'est une cotisation relativement élevée. Elle est à 85,87 €. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'a donné la MGEN. C'est des tarifs qui sont clairs pour 2026. Et sans participation de l'employeur. Oui. C'est la cotisation. Voilà. Et là, pour le coup, il faut tout prendre en charge. Pour les enfants, la cotisation, elle est de 45%. Donc, c'était 50% maximum. Et donc, la proposition qu'a fait la MGEN, c'est 45%. Et donc, on a une cotisation à 35,13 €. Il y a à peu près ce qui se pratique aujourd'hui par enfant. Et donc, la cotisation est gratuite à partir du 3e enfant. Ça, les 2 premiers enfants, vous payez la cotisation. Et à partir du 3e enfant, si vous avez un 3e enfant, la cotisation est gratuite pour le 3e. Voilà. Et alors, quand on est tous les deux à l'éducation nationale, les 2 conjoints, chacun a sa protection. il vaut mieux que chacun prenne sa cotisation à lui, sinon il n'y a pas les 37 €. Il y en a un qui choisit l'enfant. Ah, pas les enfants. Ah bah, Oui, vous choisissez un enfant, oui. Vous mettez les 2 sur celui que vous voulez. De toute façon, on peut prendre autant. Enfin, voilà. ça arrive, ça. Sur quel On va regarder juste la slide suivante qui est encore sur les retraités. Juste une petite question. Ah bah c'est sur la traité, je vais Voilà. Et donc, vous avez ici, en fait, comment ça fonctionne. La proposition qu'a fait la MGEN, c'est une proposition où chaque année, en fait, il y a des paliers. Et c'est comme ça dans l'accord, ça monte très vite, en fait. Donc, je vous dis 100% la première année, mais en réalité, on passe à 125 la deuxième, 150 et après 165 à partir de 6 ans. Et donc, on est sur une cotisation qui augmente rapidement. Et vous voyez que avec les projections qu'on a, on a déjà des projections où ça monte quand même assez vite. Je vous la mettrai après. Ah ouais, mais ça, ouais. C'est vrai que c'est un...
Oui. Enfin, la deux. Après, Ma mère, 110 euros. Comme ça, ces chiffres-là. Oui, on vous les remettra. Ouais. oui, est-ce que si je suis actif et que mon conjoint ou ma conjointe est retraité, je peux encore le prendre? Et est-ce que si je suis retraité, je peux prendre mon conjoint qui soit actif ou retraité? Quand on est retraité, le conjoint peut continuer à être ayant droit. Et donc, il touche en tant que conjoint, D'accord, ça change pas. ça change pas. Oui, ça dépend s'il est actif. Si tu es retraité et que ton conjoint est actif, il est à 85 euros. Et si tu es retraité et que ton conjoint est retraité, c'est à 100. Tous les deux. Ouais. Mhm. Et on peut. Oui. Je peux faire bénéficier mon conjoint de l'offre MGEM, même s'il est retraité et que moi je suis retraité. Oui, Ce qui est quand même peut-être pas mal pour ça. c'est pas mal. Et est-ce qu'à tout moment, on peut adhérer? Par exemple, si on est couvert par notre conjoint qui est retraité, et qu'à un moment ou un autre, il change de job. Oui, parce que elle est de droit. Pour l'actif, elle est de droit. Donc, quelqu'un qui en dispense parce qu'il préfère la super mutuelle de son conjoint, mais effectivement, son conjoint change et il va dans un endroit où il y a une mutuelle qui est pourrie, tu peux revenir tout de suite et quand tu veux sur la mutuelle. Donc ça, il n'y a pas de... Enfin, une demande Il suffit de quitter son Olivier. conjoint. Bien, si vous quittez votre conjoint et que voilà, vous ne voulez plus passer par lui pour la mutuelle, eh bien, vous pouvez revenir à tout moment dans le dispositif de la PSC. Alors Voilà. si je quitte mon conjoint, que j'ai un quatrième enfant, et que je suis là. Non, je peux pas. Quatrième enfant, c'est gratuit. Donc, Ah oui, c'est faut vrai. pas Tout en hésiter. quittant son Oui, parce qu'après, on partage les Oui, je aussi. Oui. Voilà globalement sur le dispositif. Et donc, ça, c'était le dispositif de base. Et on a bien vu tout à l'heure qu'il y a des options. Puisque tout l'enjeu qu'on a vu dans les négociations à l'éducation nationale, c'est d'essayer de gratter les choses. Puisqu'il y avait quand même des choses qui étaient déjà fixées en interministériel. Beaucoup de choses fixées en interministériel. Et donc, on a essayé d'avoir plus. Forcément. Enfin, voilà, vous mettez des syndicalistes autour du table avec l'administration, on essaye d'avoir plus. Mais alors, on n'a pas eu beaucoup plus parce que l'administration a un budget contraint, comme vous le savez. Mais on a quand même eu des trucs qu'on a réussi à obtenir. La DGFP a tenu ferme sur le fait que le panier de base ne bougeait pas. Et donc, elle ne voulait qu'on passe que par des options, mais on a quand même réussi à obtenir une prise en charge partielle des options et une prise en charge de 5 € sur les options. Ce qui est énorme, vous allez me dire, mais enfin, 37 plus 5, finalement, on monte à 42, voilà, par rapport aux 15 qu'on avait initialement, c'est déjà ça. Voilà, c'est ce qu'on a réussi à obtenir. Et puis le contenu des options est relativement intéressant, surtout la première option, puisque l'idée de la première option, c'est qu'elle soit pas chère et largement couverte par les 5 € de l'administration, pour que ça puisse être prise par un maximum d'agents et qu'au moins la première option permette d'améliorer le panier de soins de base. Repartager les slides, s'il te plaît, Jean. Et c'est la suivante. Voilà. Et donc, dans la première option, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, où on a principalement une amélioration des frais d'hospitalisation, des remboursements de spécialistes, des séances de médecine douce et de mémoire de psychologue. Pour les collègues à distance, il faut se référer à la pièce jointe où il y a tous les grands tableaux d'offres de soins. Ouais, voilà. Donc voilà, cette option 1, on avait estimé qu'elle coûterait dans les 10 à 12 €. Et donc que la participation de l'employeur, donc c'est 5 € dans la limite de 50% du coût de l'option, qu'on pourrait avoir les 5 € qui soient pris en charge. Mais en fait, comme c'est 50% d'une option qui coûte 7 €, c'est 3,62 €. Donc la première option, elle coûte 3,62 € pour l'agent. Voilà. Pour l'enfant, la première enfant, c'est un coût à 50%, pareil. Et pour l'enfant 2, c'est 1,80 € et à partir du troisième, elle est gratuite. Et si vous choisissez une option pour vous, a priori, elle est automatiquement rajoutée pour toute la famille. Donc il y a un système voilà, pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc là-dessus, il y a un jeu voilà, dans les options, c'est que notamment sur les autres ministères où les options coûtaient beaucoup, on comptait beaucoup dans le choix des opérateurs.
Et je pense que dans le dossier qu'a fait la MGEN, il y a eu la volonté d'avoir une option 1 qui soit très peu chère pour être attractif. Et donc, on se retrouve avec une option qui est à 7,23 €, ce qui est plutôt intéressant, mais malheureusement, on n'a pas les 5 € de participation de l'employeur. La deuxième option, on a blindé avec plein de choses, on l'espérait beaucoup moins cher. On imaginait qu'elle serait plutôt aux alentours de 25 €. Quand je vous dis on imaginait, c'est pas qu'on a fait des petits calculs de l'autre côté, c'est que toutes les négociations, on a été accompagné par un actuaire. L'actuaire, c'est un spécialiste de l'assurance et du chiffrage en assurance. Et donc, on avait des estimations où on pensait être plutôt aux alentours de entre 20 et 26 €. Et donc là, on est à 30 €. Donc, on est hyper cher. Donc, ça renchérit énormément le coût. Voilà. Sachant quand même que quand on n'additionne pas l'option 1 et l'option 2, c'est-à-dire si vous prenez l'option 2, l'option 1 est dedans. Non mais heureusement, non mais je le précise. C'est mieux en le disant, voilà. Et donc, si vous prenez l'option 2, elle coûte 25 € pour l'agent, puisqu'il y a moins 5 € de l'administration. Mais elle reste relativement chère. En revanche, c'est une couverture de très haut niveau. Là, pour le coup, quand vous regardez les garanties, on est sur du très haut niveau. Mais est-ce que tous les agents auront les moyens de se la payer? C'est une bonne question. Donc ça fait 50, en gros 50 plus ça. Ouais. C'est 50 plus ça. J'ai une question parce que la prévoyance. Alors, j'y viens. Ça tombe bien. Excellente transition. Ça fait 2 fois. Excellente transition. Et je propose qu'on arrête le partage et donc on arrive finalement au point noir de ce dispositif. Parce que là, jusque-là, je vous présente des coûts, mais si vous avez aujourd'hui une mutuelle classique de fonctionnaires, type MGEN, là, vous êtes sur des tarifs qui n'ont rien à voir. Moi, aujourd'hui, ma mutuelle, c'est 158 € par mois. Mais ce n'est pas une mutuelle seulement offre santé, c'est une mutuelle couplée santé prévoyance. Et toutes les mutuelles classiques de fonctionnaires, elles font ça. Et il y a eu un choix délibéré de l'administration, vraiment fonction publique, de découpler la négociation avec d'un côté l'offre santé et de l'autre côté l'offre prévoyance, exactement comme ça se pratique dans le privé. Ce qui est extrêmement dommage, parce que le fait que les mutuelles proposent de manière couplée santé et prévoyance fait que la plupart des agents prennent l'offre couplée, sauf quand ils veulent vraiment aller tirer vers les prix vers le bas et qu'ils vont vers d'autres opérateurs. Mais ça permet que tout le monde soit couvert en prévoyance. Et la prévoyance, ça coûte extrêmement cher. Alors, pour rappel, la prévoyance, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui vous couvre contre les aléas de la vie, l'invalidité, l'incapacité, la dépendance, et ce qui va éventuellement couvrir certains frais liés au décès. C'est notamment la prévoyance qui prend le relais après 3 mois d'arrêt maladie quand on passe à demi-traitement. Donc, c'est quand même quelque chose qui est hyper important, qu'on mobilise rarement dans une carrière, mais qui coûte extrêmement cher. Puisque, quand on passe à demi-traitement, il peut y avoir 1 000 € à couvrir pendant plusieurs mois, et ça, c'est énorme. Et donc, c'est pour ça que quand on estime sur les coûts d'une mutuelle classique, par exemple sur une cotisation de 100 €, on dit qu'en général, c'est 60 € de santé, 40 € de prévoyance. Donc, en fait, on est sur plus de 2 tiers, en fait. On est sur les 4, 6, c'est ça, 2 tiers. On est sur 2 tiers de couverture de prévoyance. Et donc, ces frais-là, aujourd'hui, ils ne sont plus pris en charge dans l'offre que vous propose la PSC. Et là où c'est problématique, c'est qu'il n'y a plus de mutualisation du risque. Et il risque d'y avoir une sursélection de qui choisit l'offre prévoyance. Qui va choisir l'offre prévoyance? La plupart des gens vont le faire quand ils s'estiment fragiles et potentiellement à solliciter l'offre de la prévoyance. Et donc avec des coûts de prévoyance qui vont être surrenchéris, puisqu'il n'y a plus la mutualisation du risque. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, il y a quand même eu une négociation de prévoyance dans la fonction publique qui a abouti à un accord en novembre 2023, de mémoire, ou décembre 2023, dans la fonction publique, et qui prévoit qu'il y ait une offre en prévoyance négociée dans l'ensemble des ministères, mais c'est un contrat facultatif. Ce contrat facultatif va quand même avoir une participation de l'employeur, mais une participation de 7 €. C'est extrêmement faible. En revanche, la négociation sur l'accord prévoyance
a aussi de très nombreuses avancées sur le statutaire. Ça veut dire quoi sur le statutaire? Ça veut dire en fait qu'il y a eu des transformations des risques qui sont pris en charge par l'État, et donc qui sont couverts dans le statut. Donc typiquement, il y a eu une amélioration du régime des congés maladie longs, CLM, CLD, et congés graves maladie pour les contractuels. Donc, notamment la couverture, elle ne prend plus seulement la rémunération indiciaire, mais aussi 33% des primes, donc avec une assiette de rémunération qui est améliorée. Et donc, c'est 100% pour la première année, 60% de cette assiette avec 33% des primes la deuxième et troisième année, au lieu de 50% de l'indiciaire unique. Donc, on a des choses qui sont améliorées dans le statutaire, qui font que la couverture en prévoyance aura moins de choses à couvrir, mais elle restera quand même nécessaire si on veut avoir un maintien de revenus. Pour les actifs. Pour les retraités, il n'y a plus besoin de couverture de revenus. C'est au moins un des... ouais. Et donc là-dessus, on est vraiment sur objectivement un des ratés de la négociation, mais avec un blocage clairement fonction publique extrêmement fort. Et là où c'est terrible, et où il faut le souligner parce que c'est totalement injuste, c'est que aucun ministère n'a eu le droit de négocier une offre santé, prévoyance obligatoire, sauf un. Est-ce que vous devinerez lequel? L'Assemblée nationale. Les finances. Les finances. Ouais. La DGAFP, donc il est rattaché à Bercy et aux finances, a interdit à tous les ministères d'avoir une offre santé, prévoyance, sauf à Bercy. Ce que je pense. Voilà. Et ça a été envoyé au canard, ça, a été enchaîné. Oh, je pense que le Canard enchaîné est au courant. Je ne sais pas s'ils l'ont. Voilà, mais écoutez. C'est quand même pas banal. Et donc, ce sont les seuls qui ont un accord santé-prévoyance. Il a même fallu qu'il y ait un avenant à l'accord interministériel qui a été signé donc en décembre. Je peux vous dire que la CGT n'a pas signé, que la CGT Finance n'a pas signé, parce que c'est absolument. Voilà, c'est ça. Les salauds. Les salauds. Non, mais parce que c'est dégueulasse de faire un avenant parce que c'était rédigé tel quel. Ce n'était possible de l'avoir de la prévoyance obligatoire que si et seulement si c'était un accord qui a été signé avant le 31 décembre 2024. Et donc, comme personne ne voulait l'avoir signé parce qu'en fait, Personne n'avait d'accord de la DGAFP. voilà, Continue. ça n'existait pas avant, on avait déjà signé nos accords avant sans l'avoir parce qu'on nous avait dit jusqu'au bout non. Donc on se retrouve avec. Voilà. Et ça va coûter combien là? Ils auront la participation avec 7 euros comme nous. Ils n'auront rien de différent dans la prise en charge employeur. En revanche, comme ils ont une prévoyance obligatoire, les prix vont baisser. C'est ça qui est. Mais c'est ça que je veux dire pour nous, ça va nous coûter combien en plus? Parce que La concrètement, prévoyance, comment ça va se mettre en place? Parce que là, on discute, mais là, par exemple, moi, je suis justement à MGN Ouais. avec justement l'offre de référence. Comment ça va se mettre en place tout ça? D'ici avril 2026, on va être contacté par MGN, le ministère va participer, comment dire, c'est ce que je veux dire, Alors, va nous aider à ce qu'il y a, mettre en place, si- des alors- trucs à signer, des documents. oui, il y aura des trucs à signer, des documents, il y a des choses qui vont être automatiques. Pour les gens qui sont à la MGN, sans doute l'offre la plus simple. Et ce qui s'est passé dans les autres ministères, c'est que la MGN a proposé à ses agents qu'ils souhaitaient de conserver une couverture prévoyance. Sachant qu'il y a une négociation, il y a un accord prévoyance, dans l'accord éducation nationale, la question de la prévoyance elle est abordée, il y a un accord qui est lancé en facultatif avec une proposition de contrat, mais dont on est incapable aujourd'hui d'avoir une estimation chiffrée sur combien ça va pouvoir coûter, parce qu'on ne sait pas Donc- combien de gens vont adhérer et quelle mutualisation va être faite. Donc pour résumer, là par exemple, je dis n'importe quoi, ça va me coûter 50 plus peut-être si je prends l'option B, 23 balles de plus. Ouais. Et si par exemple je veux la prévoyance, ça peut me coûter peut-être 30 balles de plus. 50. Mais peut-être, aujourd'hui, ça t'aurait coûté 40 euros, puisqu'à peu près sur ton offre, 40-50 euros, tu vois, c'est à peu près. Et peut-être ça te coûtera 80. Bah, du coup, je vais payer plus cher que ce que je paye aujourd'hui. Bah oui, Potentiellement, tu payeras plus cher avec la prévoyance, ou alors tu laisseras tomber la prévoyance. Ah ouais, mais donc, ok. Non, mais c'est. moi, je sais combien je cotise par mois à la MGN avec le préférence. Voilà, moi Si je fais l'addition, les 50, plus, même si je gagne l'option 1 et donc plus si ça me coûte 40 euros de prévoyance, je serai
Pas trop, mais au-dessus de ce que je paye. Donc, Et c'est tout le problème. Et c'est vraiment tout quel est le problème. l'avantage? C'est tout le problème d'avoir eu le blocage du gouvernement sur le fait de passer à une négociation couplée et avoir vraiment cette mutualisation du risque. Parce que pour le coup, sur une population d'1,4 million, là, tu as vraiment de la mutualisation du risque. Alors, certes, il y a des arrêts. Et en même temps, on l'a bien vu dans les débats sur les jours de carence que sur le ministère de l'Éducation nationale, on était justement en dessous de la moyenne de la fonction publique d'État, etc., etc. Bon, voilà. Mais on avait la mutualisation du risque. Là, on va avoir des effets de sursélection. Donc, on va avoir forcément beaucoup de gens qui ne vont pas prendre la prévoyance, notamment en début de carrière. Surtout si elle. Pardon. Et là où on J'aurais une question. Si on n'est pas mutualiste à la MGN, est-ce qu'on peut prendre la prévoyance ou pas? C'est la question que j'avais posée aussi. Alors là, il faudra se tourner vers la MGN. Je pense que pour l'instant, la MGN est en train de préparer des propositions. Et donc, il y aura aussi une offre qui va être. Donc, il y a un appel d'offres qui vient d'être lancé par le ministère pour ce contrat collectif proposé par l'Éducation nationale qui pourra bénéficier de 7 € de prise en charge par l'employeur. Donc, qui va aboutir. Là, ils ont mis 8 mois à peu près à signer l'accord. Donc, à l'automne, on aura sans doute l'accord en prévoyance. Et donc, Ma question, c'était, parce que moi, je ne veux pas rentrer dans la case de ne pas être à la MGN, parce que j'ai une mutuelle à côté, qui couvre beaucoup mieux. Donc, voilà. Donc, mais là, j'ai pas de prévoyance. Donc, voilà. Ma question, c'est est-ce que je pourrais. Est-ce que je pourrais. Donc, il y a deux. Prévoyance si je suis pas. Il y a deux contrats. Là, aujourd'hui, dans les mutuelles historiques, il y avait un seul contrat pour tout le monde embarqué, ce que je disais. Et là, demain, il y aura 2 contrats. Comme dans le privé aujourd'hui. Comme dans le privé, dans les boîtes privées, vous avez la couverture santé, la mutuelle et la prévoyance. Et donc, ce ne sera pas forcément le même opérateur. Ce sera peut-être aussi la MGEN qui remportera le morceau, mais peut-être pas. Et donc, voilà, ça, on ne sait pas. Je vous dis, l'appel d'offres a été lancé. Il est en cours de discussion. Je pense que les retours des candidats ne sont pas encore arrivés. Donc, voilà, il y aura... et on aura sans doute à l'automne cette offre. Et donc, il y aura 2 offres. Et donc, oui, sur le contrat collectif, il y aura une possibilité d'adhérer. Pour le coup, il n'y aura pas de questionnaire de santé, etc., de la même logique que celle qu'on peut avoir aujourd'hui. En revanche, on ne sait pas quel sera le coût. Si vous prenez le coût du contrat collectif éducation nationale, recherche, jeunesse et sport qui va être proposé, il y aura une participation de 7 € de l'employeur. Si vous allez sur un autre contrat prévoyance, par exemple, si vous voulez rester chez la MGEN qui propose, et si vous êtes à la mutuelle des finances, si vous êtes, je ne sais pas où, Impérial ou je ne sais pas quoi, Harmonie ou j'en sais rien, peut-être qu'ils vont proposer des offres prévoyance à part. Et donc, peut-être ce sera plus intéressant ou pas. Tout ça, on ne sait pas. Là, on navigue vraiment dans l'inconnu. La seule chose qu'on connaît aujourd'hui, c'est sur la santé. Et la prévoyance sera mise en place en avril 2026 aussi? Non. Donc, c'est bien découplé. Donc, on aura en avril 2026 la santé qui va entrer en vigueur pour tout le monde. La prévoyance, c'est en discussion aujourd'hui. L'appel d'offres a été lancé. Et donc, on aura la sélection du candidat. Parce que peut-être certains agents, peut-être en fonction du prix de la prévoyance, prendront l'option A ou B. Donc là, il va falloir qu'ils fassent un choix. Mais on peut changer l'option A et l'option B. Il y a des délais de carence, mais on peut les changer en cours de route. Si les gens, voilà. Merci. Alors. Juste, il est 13h45 et c'est vrai que malheureusement, on a rendez-vous à du tour à 15h. Il y a quelques questions dans le chat. Moi, je te propose, j'ai regardé celles qui étaient peut-être les plus impactantes pour le plus grand nombre. Ouais. Et de par ailleurs faire un copier-coller de toutes les questions dans le chat quelque part. Oui, on répondra après. Un truc un peu global. Je vais juste te dire 2-3 trucs avant D'accord. qu'on en rentre, si vous voulez bien. Voilà. Je voulais quand même dire 2 choses. Donc, là, en conclusion quand même. Donc, vous avez bien compris qu'il y a vraiment du plus dans la PSC, notamment cette participation de l'employeur. Voilà, la logique mutualiste solidaire qu'on a pu conserver. Le fait qu'on ait des retraités dans le dispositif. Mais il y a un gros moins, c'est la prévoyance. Clairement, là-dessus, il y a eu un blocage gouvernemental. Il y a eu une volonté de ne pas le mettre en place. Et c'est une vraie moins-value. Et il y aura sans doute une baisse de couverture pour l'ensemble des agents. Et là-dessus, il y a une vraie mobilisation à mener pour pouvoir conquérir ce qu'on a réussi à faire à Bercy. Il n'y a pas de raison que si c'est été fait à Bercy, ça ne puisse pas être fait ailleurs. Les textes existent, les choses, on peut les mettre en place. C'est une question, est-ce qu'on veut le mettre en place? Les autres points qui sont quand même importants, c'est que on a des appels d'offres. Donc là, je vous ai dit, c'est MGEN, enfin tout le monde le sait, ça a été publié par le ministère, c'est MGEN et CNP Assurance.
donc qui ensemble ont fait un groupement. Donc CNP Assurance, c'est la Banque Postale, une filiale de la Banque Postale. C'est du 100% public et mutualiste qui se sont mis ensemble. Et en fait, c'était les seuls candidats à l'éducation nationale. Pourquoi c'était les seuls candidats à l'éducation nationale? Parce que je vous l'ai dit, le marché est hors norme et il est au fond extrêmement dangereux pour un opérateur privé. Parce qu'en fait, quand on a autant de bénéficiaires, une marge d'erreur de 1 euro par mois sur la cotisation, C'est des millions. C'est la marge du. c'est toute la, voilà. Et donc, voilà. En plus, la logique de la PSC fait que le prestataire ne peut pas empocher de bénéfices. Et donc, en plus, donc, dans la logique, en fait, si tu te trompes dans le coût des cotisations, tu es sur un coût. C'est toi, c'est l'opérateur qui prend à sa charge la perte. Donc en fait, on socialise les bénéfices, mais il prend la perte. Donc là-dessus, c'est pas quelque chose qui est intéressant pour des opérateurs privés qui cherchent à faire du bénéfice. Malgré tout, donc il aurait pu y avoir d'autres opérateurs. Il y en aura sans doute au renouvellement dans 6 ans. Mais en gros, les opérateurs privés ont laissé les opérateurs qui s'y connaissaient faire une offre parce que c'était très casse-gueule. Mais ça donne aussi qu'on a des tarifs qui finalement sont relativement élevés. Quand on regarde les tarifs qui sont proposés sur les autres offres PSC en interministériel, celles qui sont déjà tombées, notamment sur l'environnement, la culture, on est sur des tarifs qui sont plutôt bas. Enfin, plus bas puisqu'on nous propose avec un coût d'équilibre à 75,4 en 2026. Pourquoi? Eh bien, a priori, parce que le risque est tellement élevé à 1,4 million qu'en fait, on ne peut pas être sur une proposition tarifaire trop basse. Parce qu'en fait, ça risque de poser des... Voilà. Et finalement, notre taille critique ne nous a pas aidé à tirer les tarifs vers le bas, mais au contraire, nous a desservi. Et ça, c'est un effet que personne n'avait vu venir. Qu'en étant sur un espace aussi énorme, on était sur quelque chose de finalement dangereux pour des opérateurs. Pour le premier marché, dans 6 ans, il y aura peut-être assez de recul pour que ce soit plus des projections, mais des. Voilà. Mais en attendant, on a cet effet-là, et donc il faut l'avoir en tête. Après, ce qui est hyper important aussi à avoir en tête, c'est que ce mouvement de la PSC, donc c'est quelque chose d'assez intéressant parce que voilà, on va avoir une couverture obligatoire pour plus de monde, mutualisation du risque, logique solidaire dans le financement, comme je vous disais. Néanmoins, c'est des appels d'offres. Donc, on ouvre du secteur de la santé à une logique concurrentielle. Ça l'était déjà aujourd'hui, hein, même si un secteur mutualiste, c'est un secteur qui a des valeurs, qui n'est pas dans la recherche de profit, c'est un secteur qui est concurrentiel. Il y a plusieurs mutuelles, des fois elles se regroupent, il y a plusieurs, voilà, et il y a des assurances privées. Ce qu'on a aussi vu vraiment arriver, c'est dans ces appels d'offres, vous l'avez peut-être entendu, c'est de nouveaux opérateurs comme le fameux Alan, qui est une assurance tech, donc 100% en ligne, qui a remporté le marché à l'environnement, qu'il a aussi remporté de mémoire au service du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Et donc, on a aussi ces opérateurs-là qui tirent les coûts vers le bas, qui se développent. Donc, ça pose aussi vraiment des questions. Nous, dans le marché à l'éducation nationale, on avait mis des critères stricts d'implantation physique, de réseau de centres de soins et d'accompagnement social pour les bénéficiaires. Donc, une obligation aussi à avoir des centres d'appel uniquement en France, etc., etc. Donc, toute une logique de qualité, en fait, dans l'offre, qui, dans ce marché-là, excluait Alan, mais on aurait pu avoir d'autres logiques, et il pourrait y avoir aussi d'autres logiques à terme. Après, ça peut tirer les coups vers le bas, mais on n'est pas forcément, en tout cas, dans ce qu'on défend, nous, à la CGT, pas forcément là-dedans. Et là, donc, dans ce qu'on peut demander et revendiquer, je pense que c'est hyper important, on l'a dit, c'est plus de solidarité avec la fin du plafond sécurité sociale, moins de parts forfaitaires ou pas de parts forfaitaires pour les agents, le couplage santé-prévoyance, une hausse de la participation employeur. On ne nous déjette pas point d'indice, à un moment, l'employeur peut passer à 70% de participation. Alors, on ne nous met pas à la prévoyance, on peut monter à plus de participation employeur. C'est quand même une façon de nous rémunérer de manière annexe, qui pourrait avoir des effets très nets sur les collègues. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles il faudrait qu'on puisse avancer. Et puis la revendication à la CGT, c'est quand même le 100% sécu. À un moment, tous ces déremboursements, ils ont des effets hyper négatifs. Car en fait, si on part sur des logiques qui sont aussi énormes, où on a une couverture obligatoire dans le privé pour tous les salariés, une couverture obligatoire dans le public pour tous les agents publics, à un moment, on peut socialiser tout ça.
revient dans la sécu. Au fond, là, on a une vraie mutualisation. Surtout qu'il arrive d'être un truc américain où c'est un vrai employeur et un vrai emploi, tu as une couverture de soins complémentaires. Enfin, je veux dire, quand tu m'en parlais, le déremboursement de certains soins, de certains médicaments de la sécurité sociale et la hausse des mutuelles, la trajectoire, il y a un moment, il faudra qu'elle s'arrête parce que sinon, ça va être quand même les intérimaires et les auto-entrepreneurs qui vont payer le prix fort de tout ça. Ça, c'est sûr. On va pas se casser la jambe, enfin, le je veux dire, on modèle. peut pas faire la dystopie américaine, mais... Alors, je sais qu'il y avait des questions dans le chat auxquelles il faudrait qu'on s'attelle. Oui, alors, moi, ce que je propose du 15-10 minutes, j'ai fait une sélection drastique et autoritaire et quasiment On arrive à soviétique voir, dans Jean. le truc. Donc, c'était la question de la... tu peux prendre du budget pour Vous tes êtes là, enfants, on se voit. mais à quel âge? Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 18 ans, jusqu'à ce qu'ils sont à charge, etc. Il y a la question du transfert qui a été abordée, en fait, de la transition de ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on sera au 1er avril, comment ça va être pris en charge. On a déjà partiellement répondu. Et puis, peut-être développer aussi quand tu es exempté, tu as déjà abordé, mais les causes d'exemption, ou alors revenir plus tard par mail là-dessus avec des informations plus précises. C'est hyper technique. Alors. Voilà, il y a pas mal de petites questions Non, assez alors, techniques et assez précises. Sur les dispenses, c'est hyper technique. Je propose que ça, on le reprécise après, parce qu'en fait, en procès, si tu bénéficies du régime des gaziers sur quelque chose, ça peut être si tu bénéficies d'un régime qui prend en charge un accident professionnel que tu avais avant et donc qui continue à te couvrir. C'est des trucs hyper techniques, mais c'est principalement le gros cas de dispense, c'est mon conjoint a un régime obligatoire dont je bénéficie. Ça, voilà, mais on pourra préciser les termes de l'accord là-dessus. Sur la question de l'âge des enfants, initialement, c'était moins de 21 ans, plus de 21 ans, et donc je pense que c'est jusqu'à ce qu'ils soient en scolarité. J'ai un blanc sur l'âge limite. Je suis en train de reprendre. Non, je vais vous retrouver ça, mais on pourra préciser par mail. on pourra préciser par mail. Bénéficiaire ayant droit, c'est l'article 2.3. Je vous retrouve ça jusqu'à 25 ans, moins de 25 ans. Mais il faut qu'ils poursuivent des études. Voilà, c'est ça. C'est moins de 25 ans, mais c'est études, apprentissage ou demandeur d'emploi. Ou reconnu, et alors sans limite d'âge. Pardon, sans limite d'âge, lorsqu'ils sont reconnus en situation de handicap par la commission, etc. Voilà. Droit à autonomie. Ok. Là, ça, c'est bon. Et puis, c'était les conditions du transfert. Ben là, je pense que aussi la CGT a quand même intérêt à insister auprès de la DGRH de mettre des moyens pour anticiper que ça soit le plus simple possible et que surtout, il n'y ait pas soit un moment où on paye double mutuelle, soit un moment où on soit absence de couverture. Exactement. Donc, tout l'enjeu, il est vraiment là parce que on a bon, alors pour le gros des troupes qui sera à la MGEN, la bascule, elle sera relativement tranquille. En revanche, Ah non, il n'y a pas de prévoyance. mais on verra sur la prévoyance en fonction du résultat de l'appel d'offres comment ça fonctionne. Pour moi, c'est la MGN qui parle à la MGN. Voilà. Mais en attendant, voilà, il va y avoir ce transfert-là. Ceci dit, alors ça a déjà été anticipé, c'est pour ça qu'on a les résultats aujourd'hui et que l'entrée en vigueur elle est dans un an. Donc déjà, ça a été pensé avec une période de bascule assez longue, parce que forcément, affilier 1,4 million d'agents, c'est énorme. Donc voilà, donc on va avoir un travail d'affiliation qui commence dès demain. Et donc, où on commence à avoir comme ça les transferts qui vont pouvoir se mettre en place. C'est pour ça qu'il y a eu un an qui a été pensé. Il y aura forcément des difficultés, on ne va pas se mentir, mais côté agent, ce qui est hyper important, c'est qu'en fonction de l'opérateur chez qui on est aujourd'hui pour la complémentaire santé, il y a parfois des clauses de résiliation qui sont en année pleine. Et donc, c'est ça qu'il faut pouvoir aller vérifier. C'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu de communication de l'administration. Et pour le coup, ils en sont conscients, mais on va bien sûr le leur rappeler. C'est de bien expliquer aux agents, mais chaque complémentaire santé a ses règles. Il y a certains endroits où il faut prévenir 6 mois à l'avance quand on se désaffilie. On a une affiliation à date, sauf, etc., etc. Et donc, il faut aller regarder ça au cas par cas, puisque là, on ne sera pas sur une bascule au 1er janvier, mais avril 2026. C'est pareil, si on doit fournir un document attestant de l'employeur de notre conjoint, à qui on le donne, sous quel tout ça, etc. Tout ça, voilà. Et donc, évidemment, quand on est couvert par son conjoint... On ne va pas nous inscrire... Alors si, tout le monde sera assis obligatoire, mais la dispense pourra être mise en place mais tout le monde va basculer en obligatoire. En revanche, donc ceux qui veulent être dispensés doivent donner un document de justification. Et donc oui, et tout ça va être organisé progressivement.
Et on va veiller à ce qu'il y ait le moins de ratés possible, après on connaît l'administration. Hein. Voilà, on sait tous que... 1% de raté, c'est pas grave. Mais oui, on va essayer d'avoir un maximum d'informations d'ici là et de pousser à l'information. C'est une des raisons pour laquelle on a voulu organiser ce webinaire. Voilà. Ce qui est inquiétant, c'est le trou entre guillemets, de temps entre l'adhésion donc MGN Santé et la prévoyance qui n'est pas mise en place. Je veux dire, les gens qui sont actuellement en situation ou qui le seront dans quelques mois, imagine, ils tombent justement dans cette période où ils ont une prévoyance parce que le contrat a basculé et que l'autre n'a pas été mis en place parce que ça ne va pas forcément être les mêmes dates. Mais non, alors, théoriquement, la prévoyance devrait arriver en même temps, c'est juste qu'on n'a pas les résultats du marché. Donc, on aura aussi un marché prévoyance au 1er avril 2026 aussi. C'est l'objectif. Ouais. Mais donc, on saura plus tard, voilà, ce qui... après, mais voilà, c'est pensé comme tel, en tout cas. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à distance? Je suis juste étonnée, la MAJ n'a pas candidaté, parce que quand même, à l'éducation nationale, il y a deux mutuelles. Il y a la MGN et la MAJ. Moi, je suis pas la MAJ, hein, mutuelle autonome générale de l'éducation. Tu déverrouilles quoi? Alors, est-ce qu'il y a des gens à distance? Il y a une main levée, je ne sais pas qui c'est. C'était Nadine tout à l'heure, Nadine, tu avais une question? Dès qu'on a jamais entendu. J'avais entendu parler de la MAJ. Si, qui pouvait aussi faire la sécurité sociale à l'époque. Ils étaient référencés. il y a 2 ans, en décembre 1965. Bah, merci. Voilà, mais Merci.